La politique d'Aristote, livre 4e, chapitre 13, sommaire. Suite. De l'égalité et de la différence des citoyens dans la cité parfaite. Subordination naturelle des divers âges. Les occupations de la paix sont la vie véritable de la cité. Il faut savoir user convenablement du repos. La culture de la raison doit être le principal objet que l'homme se propose en la vie, et le législateur dans l'éducation des citoyens. L'association politique étant toujours composée de chefs et de subordonnés, je demande si l'autorité et l'obéissance doivent être alternatives ou viagères. Il est clair que le système de l'éducation devra se rapporter à ces grandes divisions des citoyens entre eux. Si quelques hommes l'emportaient sur les autres hommes autant que, selon la croyance commune, les dieux et les héros peuvent différer des mortels à l'égard du corps, qu'un coup d'œil suffit pour juger, et même à l'égard de l'âme, de telle sorte que la supériorité des chefs soit aussi incontestable et aussi évidente pour les sujets, nul doute qu'il ne faille préférer la perpétuité de l'obéissance pour les uns et du pouvoir pour les autres. Mais ces dissemblances sont fort difficiles à constater, et il n'en est point du tout ici comme pour ces rois de l'Inde qui, selon Scylax, l'emportent si complètement sur les sujets qui leur obéissent. Il est donc évident que, par bien des motifs, l'alternative de l'autorité et de la soumission doit nécessairement être commune à tous les citoyens. L'égalité est l'identité d'attribution entre des êtres semblables, et l'État ne saurait vivre contre les lois de l'équité. Les factieux que le pays renferme toujours trouveraient de constants appuis dans les sujets mécontents, et les membres du gouvernement ne sauraient jamais être assez nombreux pour résister à tant d'ennemis réunis. Cependant, il est incontestable qu'il doit y avoir une différence entre les chefs et les subordonnés. Quelle sera cette différence et quelle sera la répartition du pouvoir ? Telles sont les questions que doit résoudre le législateur. Nous l'avons déjà dit, c'est la nature elle-même qui a tracé la ligne de démarcation en créant dans une espèce identique les classes des jeunes et des vieux, les uns destinés à obéir, les autres capables de commander. Une autorité conférée par l'âge ne peut irriter la jalousie ni enfler la vanité de personne, surtout lorsque chacun est assuré d'obtenir avec les années la même prérogative. Ainsi, l'autorité et l'obéissance doivent être à la fois perpétuelles et alternatives. Et par suite, l'éducation doit être à la fois pareille et diverse, puisque, de l'aveu de tout le monde, l'obéissance est la véritable école du commandement. Or, l'autorité, avons-nous dit plus haut, peut être ou dans l'intérêt de celui qui la possède, ou bien dans l'intérêt de celui sur qui elle s'exerce. Dans le premier cas, c'est l'autorité d'un maître sur ses esclaves. Dans le second, c'est une autorité appliquée à des hommes libres. De plus, les ordres peuvent autant différer par le motif qui les a dictés que par les résultats mêmes qu'ils produisent. Bien des services réputés exclusivement domestiques sont faits pour honorer les jeunes gens libres qui les accomplissent. Le mérite ou le vice d'une action est bien moins dans cette action elle-même que dans les motifs qui l'inspirent et le but qu'elle poursuit. Nous avons établi que la vertu du citoyen quand il commande est identique à la vertu de l'homme parfait, et nous avons ajouté que le citoyen devait d'abord obéir avant de commander. Nous en concluons ici que c'est au législateur de former des citoyens à la vertu, en connaissant et les moyens de les y mener, et le but essentiel de la vie la meilleure. L'âme se compose de deux parties, l'une qui possède par elle-même la raison, l'autre qui, sans la posséder, est du moins capable de lui obéir. À l'une et à l'autre appartiennent les vertus qui constituent l'homme de bien. Cette division, une fois admise telle que nous la proposons, on peut dire sans peine laquelle, entre ces deux parties de l'âme, renferme le but même que l'on doit poursuivre.
car toujours un objet moins bon est fait en vue d'un objet meilleur. Ces choses non moins évidentes dans les produits de l'art que dans ceux de la nature. Et ici, l'objet le meilleur, c'est la partie raisonnable de l'âme. En adoptant dans cette recherche notre procédé ordinaire d'analyse, on peut diviser la raison en deux parties, raison pratique et raison spéculative. Par une conséquence nécessaire, la division que nous appliquons à cette partie de l'âme s'applique également aux actes qu'elle produit. Et si l'on pouvait choisir, il faudrait préférer les actes de la partie naturellement supérieure, soit dans tous les cas, soit dans un cas unique où les deux parties de l'âme seraient en présence. Car en toute chose, il faut toujours préférer ce qui mène au but le plus élevé. La vie se partage, quelle qu'elle soit, en travail et repos, en guerre et paix. Parmi les actes humains, les uns se rapportent au nécessaire, à l'utile. Les autres se rapportent uniquement au beau. Une distinction toute pareille doit, à ces divers égards, se retrouver nécessairement dans les parties de l'âme et dans leurs actes. La guerre ne se fait qu'en vue de la paix. Le travail ne s'accomplit qu'en vue du repos. On ne recherche le nécessaire et l'utile qu'en vue du beau. En tout ceci, l'homme d'État doit régler ses lois sur les deux parties de l'âme et sur leurs actes, mais surtout sur la fin la plus élevée qu'elles puissent toutes deux atteindre. Des distinctions pareilles s'appliquent aux diverses carrières, aux diverses occupations de la vie pratique. Il faut être également prêt au travail et au combat, mais le loisir et la paix sont préférables. Il faut savoir accomplir le nécessaire et l'utile, cependant le beau est supérieur à l'un et à l'autre. Ce sont donc là des directions qu'il convient de donner aux citoyens dès leur enfance et pendant tout le temps qu'ils restent soumis à des maîtres. Les gouvernements qui semblent aujourd'hui les meilleurs de la Grèce, comme les législateurs qui les ont fondés, ne paraissent pas avoir rapporté leurs institutions à une fin supérieure, ni dirigé leurs lois et l'éducation publique vers l'ensemble des vertus. Mais ils ont incliné assez peu noblement à celles qui semblent devoir être utiles et plus capables de satisfaire l'ambition. Des auteurs plus récents ont soutenu à peu près les mêmes opinions, et ils ont admiré hautement la constitution de Lacédémone et loué le fondateur qui l'a tournée tout entière vers la conquête et la guerre. La raison suffit aisément à condamner ces principes, comme les faits eux-mêmes, accomplis sous nos yeux, se sont chargés d'en prouver la fausseté. Partageant le sentiment qui pousse les hommes en général à la conquête en vue des bénéfices de la victoire, Quiberon et tous ceux qui ont écrit sur le gouvernement de Lacédémone semblent porter au nu son illustre législateur parce que, grâce au mépris de tous les périls, sa république a pu se faire une vaste domination. Mais à cette heure que la puissance spartiate est détruite, tout le monde convient que Lacédémone n'est pas heureuse ni son législateur irréprochable. N'est-il pas extraordinaire cependant que, conservant les institutions de Lycurgue et pouvant sans obstacle les suivre à son gré, elle ait perdu toute sa félicité? Mais c'est qu'on se trompe aussi sur la nature de la puissance que l'homme politique doit s'efforcer de mettre en honneur. Commander à des hommes libres vaut bien mieux et est bien plus conforme à la vertu que de commander à des esclaves. De plus, il ne faut pas croire un État heureux, ni un législateur fort habile, quand ils n'ont songé qu'aux dangereux travaux de la conquête. Avec des principes aussi déplorables, chaque citoyen ne pensera évidemment qu'à usurper le pouvoir absolu dans sa propre patrie dès qu'il pourra s'en rendre maître, ce dont pourtant Lacédémone n'a pas manqué de faire un crime au roi Pausanias que toute sa gloire ne put défendre. De pareils principes, les lois qu'ils dictent ne sont pas dignes d'un homme d'État, ils sont aussi faux qu'ils sont funestes. Le législateur ne doit déposer dans le cœur des hommes que des sentiments également bons pour le public et pour les particuliers. Si l'on s'exerce au combat, ce doit être non point en vue de soumettre à l'esclavage des peuples qui ne méritent pas ce joug ignominieux, mais ce doit être d'abord pour n'être pas subjugué soi-même.
pour ne conquérir le pouvoir que dans l'intérêt des sujets, et enfin pour ne commander en maître qu'à des hommes destinés à obéir en esclaves. Le législateur doit surtout faire en sorte que même ses lois sur la guerre, comme le reste de ses institutions, n'aient en vue que la paix et le repos. Et ici les faits viennent joindre leur témoignage à celui de la raison. La guerre, tant qu'elle dure, a fait le salut de pareils États. Mais la victoire, en leur assurant le pouvoir, leur a été fatale. Comme l'acier, ils ont perdu leur trempe dès qu'ils ont eu la paix, et la faute en est au législateur qui n'a point appris la paix à sa cité.